Bonjour à tous et bienvenue à notre buffet froid. Comme promis la semaine dernière, on vous dresse le dessert. Fred ici présent. Et bien sûr, encore une fois, Léo. J'ai une petite hypothèse sur l'existence d'un laboratoire secret dans l'hôpital. Ouh, intéressant. Oui, effectivement, cet hôpital, en fait, moi, m'intrigue énormément. Et quand tu m'as proposé le sujet, je me suis quand même penché sur tout ce que tu me dis. C'est vrai que on a l'habitude des hôpitaux, des laboratoires secrets dans tous les films où c'est dans les sous-sols, c'est souvent, par exemple, on citait Resident Evil, et bien du coup, le premier Resident Evil, on a l'impression qu'on est en face un peu on a l'hôpital Krovinsky, on a l'impression que quand tu décris cet hôpital, on a l'impression d'en être Resident Evil 1. On a l'hôpital au-dessus et dessous, on pourrait avoir quand même un laboratoire secret. C'est exactement ce que ça évoque. Parce que déjà, quand on regarde, comme tu l'as évoqué, quand on regarde l'hôpital en haut du ciel, il y a des photos, on essaiera de vous mettre quelques photos, on a l'impression que c'est le signe de la radioactivité presque. C'est une étoile avec des branches, comme le biohazard exactement. C'est même pas la radioactivité, c'est le sigle de biohazard. C'est très étonnant d'avoir donné une configuration spatiale qui ressemble tellement à ça. Oui, parce que quand ils ont fait les plans, ils ont forcément vu ce qu'ils étaient en train de faire. Là, c'est pas un choix qui est anodin. Peut-être pas le géologue, en tout cas, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas, l'architecte, quand il dessine les plans, il voit bien qu'il fait une étoile quand même qui ressemble au biohazard. C'est quand même très étonnant. Il a dû soumettre ses plans à l'autorité publique avant d'obtenir les fonds. Il y a eu un marché public. Alors, etc. je ne sais pas s'il existe un marché public et je ne connais pas la commande publique en Russie, mais en tout cas, il a bien pu le proposer, en tout cas à la ville et peut-être au gouvernement russe, qui se sont bien aperçus quand même de ce parallélisme qu'il y avait entre les deux. Et ils ont quand même donné leur feu vert. Et ils ont donné leur feu vert. Et en plus, si on va plus loin pour pousser un peu les choses un peu plus loin, on peut s'apercevoir quand même que cet hôpital, il est quand même gigantesque dans ses proportions, 10 étages. Par rapport aux besoins de la ville, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu disproportionné. C'était pas le seul hôpital qui existait en plus. Certes, il fallait rénover les hôpitaux, mais c'était pas le seul hôpital qui existait dans cette ville. 10 étages, 3 héliports, la piscine dont je vous parlais et 5 à 6 sous-sols. Pour un hôpital avec du parking aérien, je trouve que ça fait quand même beaucoup de sous-sols. De plus, si on compte l'armée qui l'a gardé pendant 1 an. Pourquoi mettre des gens armés si tu veux garder un bâtiment? Surtout qu'après, ils s'en vont, ils le laissent à l'abandon. Comme ça. Un vigile avec son chien, il fait sa ronde. Moi, je pense que le plus économique, c'est de mettre un grillage avec marqué « Ne pas entrer en russe », parce que, ou en anglais, s'ils veulent être international, et ça limite le coût, et tu te dédouanes de tout ce qui est attaque. On ne sait jamais si tu tombes dans la cage d'ascenseur par inadvertance. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, qu'au fil des années, il y a quand même eu énormément de cadavres d'animaux. Et du coup, je pense que dans l'imaginaire des gens, ça permet de créer une légende urbaine. Et les légendes urbaines, ça permet aussi de dire à la population, n'entrez pas là. N'entrez pas là parce que ce bâtiment, il a quelque chose de malsain. N'y allez pas. Donc du coup, c'est ancré quand même dans l'imaginaire des gens. C'est le gouvernement qui a dit, c'est un portail entre le monde des vivants et le monde des morts. Vous ne ressortirez pas si vous rentrez. Il y a aussi cette histoire de portail, ça ne fait qu'accentuer la légende urbaine sur ce bâtiment-là. Et en plus, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, le sous-sol a été inondé effectivement. Mais tous les sous-sols n'ont pas été inondés. C'est très étonnant parce que quand on prend un peu l'eau, elle s'infiltre partout et du coup, elle aurait dû monter jusqu'à certains niveaux et elle s'est arrêtée à un certain niveau. Donc c'est quand même un peu étrange que toute l'eau ne soit pas remontée et ne soit jusqu'à la surface. Déjà. Et à ce qui paraît, il y a des rumeurs qui disent que le métrage de la terre enlevée des sous-sols ne correspond pas au nombre d'étages qu'il y a. Donc pourquoi ils ont voulu cacher des étages secrets? Ils ont peut-être voulu cacher des étages secrets. De plus, on peut se dire quand même qu'à un moment donné, ils ont fait des expériences et d'un coup ils abandonnent parce que oui, effectivement, ces gardes armés, ils sont là pendant 1 an et demi à peu près. Et du coup, du jour au lendemain, alors c'est pas parce que c'est la perestroïka, du jour au lendemain, on n'enlève pas les gardes armés. Tu vois,
Parce que Genre dimanche soir ils étaient dimanche là, soir, lundi, ils il y a étaient plus là, et le personne. lendemain, ils n'y étaient plus. C'est assez pratique, je trouve, de dire ça. Donc, du coup, moi, je pense que sous cet hôpital, ou dans cet hôpital, peut-être qu'il y avait des pièces cachées, ou en tout cas, moi, je pense plutôt je pense, ma théorie, elle est plutôt que le laboratoire secret était dans les sous-sols. Et quoi de plus simple que de dire aux gens n'entrez pas, que d'inventer des choses sur le satanisme. Il y a peut-être eu des gens qui ont fait des actes inavouables dans cet hôpital, mais ça fait quand même un peu bouc émissaire tout ça, je trouve. Ça constitue quand même tout un faisceau. Alors peut-être c'est pas un laboratoire comme on entend dans Resident Evil où ils font des choses avec l'ADN, ils inventent des choses, mais peut-être qu'ils essayaient quand même si Mikhail Gorbatchev était très bien, un bon président, on l'a vu main dans la main avec notre cher président François Mitterrand, mais ça n'empêche que chaque gouvernement, même nous, les Français, nous avons aussi une part de mystère. Nous avons fait nos essais nucléaires dans des laboratoires en priorité, après on a fait un On est miroir. transparent comme un livre ouvert. On n'est pas tous transparents, et pourquoi, même si c'était le dégel, pour le traduire en français, le dégel, ça ne signifie pas l'arrêt de tous les programmes secrets qu'il y avait en Russie, loin de là. N'oublions pas que la Russie, c'est un terrain immense, c'est un pays continent. Il peut en avoir à l'hôpital Krovinsky, il peut en avoir à Saint-Pétersbourg, puisqu'on a cité Saint-Pétersbourg Oui, mais tout à l'heure. ce qui est étonnant, et c'est exactement ce que tu es en train de nous dire, il y a des territoires gigantesques, c'est un pays qui est très grand. Pourquoi ne pas faire un laboratoire secret dans une région reculée et moins habitée, et pourquoi le faire dans un quartier de Moscou? Je vous remercie de m'avoir posé la question. Mais avec plaisir. Parce que je pense que quand on veut cacher quelque chose, il faut le mettre en évidence. C'est comme quand vous êtes chez vous, vous voulez cacher votre clé de chez vous, quand vous partez, vous la mettez pas dans un endroit où quelqu'un irait chercher forcément. Il faut la mettre toujours en évidence. Quand on a quelque chose sous les yeux, le plus clair du temps, on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux. Mais alors pourquoi ils n'ont pas ouvert l'hôpital dans ce cas? Ils auraient pu avoir un hôpital fonctionnel et en dessous le laboratoire secret. Parce qu'à mon avis, c'est passé un incident qui a dû arrêter. Ils n'ont pas pu ouvrir parce que du coup, ça aurait fait plus de morts peut-être, ou quelque chose s'est passé dans cet hôpital. Du coup, alors, peut-être que ça explique pourquoi aussi l'hôpital s'affaisse. le sable mouvant. Le sable mouvant, Ils cette s'attendaient histoire pas à de... ce que l'hôpital s'affaisse. Ils pensaient réellement l'ouvrir et avoir leur laboratoire secret en dessous. Et le truc, il commence à bouger dans tous les sens. Peut-être, ou peut-être que c'était un laboratoire. Alors, on passe toujours, je le redis, à Resident Evil avec des manipulations, mais c'est peut-être aussi un laboratoire sur de nouvelles armes, et que ces armes ont commencé à dysfonctionner, et que ça a ébranlé la structure. Idée Et intéressante. à partir de là, quelle est la façon de cacher tout ça? C'est de dire oui, on n'avait pas fait attention, on est des géologues payés grassement par l'État, et du coup on ne fait pas attention qu'il y a une rivière, Oh, qu'il y a vous un avez vu la marécage. rivière là? Non. Cette saleté s'est déplacée Eh jusqu'en ben, dessous de l'hôpital. Et oui, là, parce que la rivière a des pattes et marche vers l'hôpital. Parce qu'elle se sentait pas bien, elle est allée se faire hospitaliser. Elle est allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc voilà ma théorie, moi. Je pense qu'il y avait un laboratoire, que ça soit d'essais d'armes. Plutôt, moi, je pense pour des essais d'armes, parce que je trouve quand même que on fait un hôpital de 10 étages, des géologues sont mandatés, l'architecte quand même, quand il produit son travail, il fait en sorte que sa structure, elle soit en adéquation avec le sol, pour que le sol puisse la soutenir. Et du coup, je pense que quelque chose s'est passé, il a mis en cause l'ouverture de l'hôpital qui devait, à mon avis, servir de couverture. Ils n'ont pas pu tout arrêter du jour au lendemain parce que c'est compliqué de transférer un hôpital secret. Donc du coup, ils l'ont fait garder pendant un temps. Et après, une fois que tout a été transféré, les militaires sont partis. Et on a continué quand même. Et après, c'est comme tous les bâtiments qui sont ouverts au public à un moment donné. C'est bizarre que quand ils ferment, c'est bizarre quand même que quand ils laissent l'hôpital, les militaires partent de l'hôpital, c'est quand même étrange qu'ils ne mettent pas des grillages autour et qu'ils ne renforcent pas la sécurité avec des caméras, des vigiles. Ils ont attendu encore près de 20 ans pour détruire cet hôpital. Ils auraient pu le détruire. Ils auraient pu le détruire, mais du coup ça participe quand même à la légende de tout ça. Oui, mais le terme de légende, il m'interpelle.
Parce que cette théorie d'armes secrètes, de laboratoires secrets, etc., est-ce qu'on a des éléments pour l'étayer? Est-ce qu'on a des preuves dans l'histoire russe qui laissent penser que c'est une pratique qui est courante? On a quand même des preuves, en tout cas, on a des faisceaux de preuves. Ah, Je dirais pas des preuves, mais on a des faisceaux de preuves. allez-y, confiez-nous ces faisceaux de preuves, monsieur. Je vais vous parler de l'expérience du sommeil en Russie. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours en utilisant un gaz expérimental. Vous voyez encore, on est dans l'expérience basée sur des stimulants. Ils étaient enfermés, les 5 personnes, dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas. Étant donné qu'il était toxique à partir d'une certaine concentration. Là, ça devait être agréable, ça. Eh ben viens, c'est tout frais payé, des petites vacances dans un tube transparent, on va t'observer. Tu risques de mourir, mais on va faire attention, normalement ça va le faire. Oui, après, on te vend du rêve un peu. Cela a eu lieu, en plus, avant l'invention des caméras en circuit fermé. Il n'avait donc que des microphones et des fenêtres de verre épaisses d'une douzaine de centimètres en forme de hublot permettaient de les surveiller un peu comme un bocal. Tu vois des mecs qui sont pas chauds dessus de toi. Ça va là-dedans, tu respires bien. À mon avis, il y en avait au-dessus, sur les côtés, pour qu'ils puissent voir tout. La chambre, d'ailleurs, était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante, de toilettes, et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'un mois. Oh, c'était presque le Club Med. En tout cas, c'était royal. Pas de literie, pas de nourriture fraîche, c'était top à mon avis. Et en plus, les toilettes en plein milieu, ils étaient tous en train de se regarder. Ça va, tu t'en sors? Et du coup, quand même, les Russes, ils ont été malins. Ils se sont dit, on va pas prendre nos petits Russes là à Moscou parce qu'ils sont sympas, on les aime bien. Ils ont testé sur des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Comme ça, au moins, hop, ils s'en débarrassent. Si ça passe pas bien, hop, retour à la case prison. Et non, que ce qu'ils méritent. Comme au Monopoly, les 5 premiers jours, tout se passe bien. Les sujets ne se plaignent que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours. Ouh, ça me paraît beaucoup, cette histoire. Ben, en tout cas, c'est un peu une carotte. En même temps, voilà, on te dit, alors soit tu vas passer soit tu vas crever en prison, ou soit tu fusillé, ou soit tu restes 30 jours éveillé, et après on te libère et tu retournes chez toi. Tu choisis quoi, Léo? Ils étaient confiants. Quoi? Il suffit que je dorme pas, mais il n'y a pas de problème, je fais que des nuits blanches en temps normal. Alors je précise quand même que dans l'idée des Russes, il n'y avait pas de libération derrière, c'est bien sûr... Ah bah ça c'est surprenant. C'est surprenant qu'on ne leur ait pas dit la vérité, mais c'est comme ça. Leur conversation, leur activité était surveillée. On a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé. Le ton de la conversation devenant beaucoup plus sombre après le 4e jour. Et au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les avaient amenés là où ils se trouvaient. Ils montraient aussi des signes de paranoïa sévère. Alors tu m'étonnes, un peu enfermé, c'est un peu compliqué, sans contact, sans plus de contact qu'avec les 4 autres personnes, sans voir la lumière du jour, etc. C'est un peu quand même compliqué à vivre. Et puis vivre. sans un vrai lit. Oui. Ils ont arrêté de se parler et, à la place, se sont mis à parler au microphone ou au miroir sans teindre des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz qui testait. Après le 9e jour, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures sans discontinu. Et il avait encore de l'énergie. Et puis il avait sûrement une très forte capacité pulmonaire parce que 3 heures en criant, je pense que ça devait quand même être assez difficile. Et avec un gaz mortel qui circule à moitié. Et il a essayé ensuite de ne pas s'arrêter, mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi, ou plutôt n'ont pas réagi. Parce qu'aucune réaction. Le mec il crie pendant 3 heures en hurlant, en faisant un aller-retour sur la longueur, mais ils disent rien. Ça laisse penser qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Peut-être. Et ils ont continué par contre à murmurer
à l'attention des microphones jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors désossé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur les vitres des hublots. Les cris se sont rapidement arrêtés. Donc du coup, en fait, avec les pages et leurs excréments, ils s'en servaient comme un papier peint et comme ça, les gens de l'extérieur Ne pouvaient plus les voir. Et du coup, du jour au Alors, lendemain, pour le coup, on peut vraiment dire qu'il leur disait on vous emmerde. pour le coup, on pourrait peut-être dire ça. Et du coup, les cris se sont arrêtés rapidement. Les murmures adressés au microphone également. 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. Surtout comme ça, sans se concerter avant. Oui. Mais c'est vrai qu'on fait quand même tous des petits bruits. Et donc dans le micro, tu devrais au moins entendre des petits bruits, soit liés à la respiration, etc. hein. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'il devait être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, donc on est presque à mi-parcours de l'expérience. Les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une réaction quelconque des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts ou dans un état végétatif. Oh, comme ils se sont fait maîtriser par les 5 mecs. Bon, en tout cas, ils se sont inquiétés au bout du 14e jour, on ne peut pas dire que ce soit des rapides quand même. Ils ont annoncé dans le microphone, nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattus. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. Oh, c'était Love Story avant l'heure cette histoire. T'as la voix qui dit oh, dites-moi la vérité, dites-moi. C'est vrai que ça y ressemble un peu. À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. Nous ne voulons plus être libérés. Alors ça, c'est une réaction inattendue. C'est très inattendu, mais c'est la phrase qu'ils ont prononcée. Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. Minuit, on rappelle aussi que minuit est un entre-deux, c'est aussi le passage entre le monde des morts et des vivants. Les entre-deux servent à ça Et aussi. c'est l'heure où tous les chats sont gris. Aussi. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Mais oui, les pauvres chercheurs derrière les Ils fenêtres. savaient plus quoi faire en fait, les mecs. Ils voulaient pas être intoxiqués, surtout Ouais, pas. mais ils en sont venus à aller complètement à l'encontre des règles qu'ils avaient établies pour cette expérience. Et là, des voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme s'il en allait de leur vie en fait, de remettre le gaz. En fait, ils ont supplié en gros, arrêtez de nous donner de l'air frais, redonnez-nous du gaz. Une accoutumance comme une drogue. Comme une drogue peut-être, ou en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, ce gaz a provoqué des réactions qu'ils ont énormément aimé, et du coup d'un coup d'un seul on les prive de ce gaz, et ça, en tout cas ça les a fortement perturbés. Comme s'ils étaient dans une forme de réaction psychédélique, Exactement. un peu onirique, qu'ils étaient dans un trip et qu'on leur coupait la source de ce trip. Exactement. Ou peut-être même on peut imaginer encore en allant plus loin, au-delà du trip onirique, ils étaient peut-être en lien avec un autre monde, d'autres entités, et du coup d'enlever le gaz, ça a coupé cette connexion. Ils avaient ce sentiment d'avoir atteint un stade de conscience plus Peut-être. élevé et de redescendre à la base. Exactement. La chambre a donc été ouverte et les soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets du test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais. Et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants. Bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. C'était donc des morts vivants. Ou en tout cas en très très mauvais état. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées.
Il y avait des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. Oh ben, c'est pas du tout glauque tout ça. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les quatre sujets survivants, entre guillemets, avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. Eh ben, bonne soirée, messieurs, dames, et bonne nuit. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquait que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Donc ils se sont arrachés les bouts de peau, arrachés les muscles avec les doigts. Ils avaient trop chaud peut-être. Ou peut-être en tout cas, je ne sais pas s'ils avaient trop chaud, mais ils doivent quand même sacrément avoir des ongles et de la force. Puis ça demande une force phénoménale. Exactement. Et des souffrances aussi engendrées. Et ça laisse penser qu'ils n'avaient plus accès à la partie du cerveau qui permet d'assimiler la douleur. On peut aussi penser qu'ils n'avaient pas accès aussi à une certaine conscience de ce qu'ils faisaient. Parce que de là à faire ça en son âme et conscience, c'est quand même assez impressionnant. Non, on n'est même plus dans un état second. Non, on est au-delà. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes les blessures, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Mais c'est horrible. Tous les vaisseaux sanguins, Léo, et les organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre comme un simple objet, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. Ah ben, en se gavant comme ça, ils avaient effectivement pas besoin de C'était manger les rations qui étaient données par de l'auto-alimentation. Ouais, c'est ça. Ils Et en étaient tout cas- autosuffisants. Et en tout cas, c'est pas du cannibalisme parce qu'ils se sont pas mangés les uns les Ils autres. se mangent eux-mêmes. Ils se mangent même. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Je En leur même- jette pas la pierre. Moi non plus, parce qu'en plus ça doit être compliqué à prendre s'il manque la chair, la peau. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsque on les a fait sortir. Ah ouais, je les imagine, le mec qui tient dans sa main droite son estomac, dans sa main Oh. gauche un poumon, et qui est en train de fracasser les soldats. Mais moi avec. j'imagine surtout que ça doit être compliqué pour les soldats qui étaient des commandos de se battre avec des gens qui sont diminués, très diminués physiquement. Du coup, ça doit être assez compliqué à Ils auraient gérer. dû gagner facilement, normalement. Eh bien normalement, mais un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé après s'être fait arracher les testicules, pauvrette, et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. Ah, Donc bah. ils avaient encore énormément de force. Et ils avaient encore des dents. Et des dents. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident, parce que je pense que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu était particulièrement horrible et difficile à gérer. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine et il continue à se battre, bec et ongles, comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. Pour briser une côte, il faut énormément de force, je le précise, et le bras aussi quand même. On voit que tu parles d'expérience. On a pu constater, oui, je suis un ancien judoka, on a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang, ce qui est physiquement quasiment impossible.
Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot plus, de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. En même temps, les mecs ils sont tranquilles, on leur dit vous allez aller dans votre cage là, on va vous donner du gaz. Après on leur dit non, finalement on vous donne plus de gaz. Ils savent plus où donner de la tête, déjà qu'ils dorment plus. Et ils veulent pas sortir de cette pièce, ce qui est très étonnant. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte, continuant de supplier le retour du gaz pour être éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été amené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure, devant le préparer pour le replacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Ils voulaient quand même l'endormir, ils sont sympas parce que bon... Ils ont dit allez... Il lui manque un peu tout, on va le faire endormir. Ça fait 18 jours que tu dors pas, donc t'as bien mérité une petite sieste pendant l'opération. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets. Même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir le poignet immobile. Mais il avait une force surhumaine. Surhumaine. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir. Et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. C'est peut-être un peu les effets du gaz qui testait. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Donc c'est pas les soldats qui ont brisé les os, c'est bien lui-même avec ses propres muscles. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étant détruites, il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie. Il n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'ont nécessité le replacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie, de supporter, pour supporter ça sans anesthésie, c'était assez compliqué. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens, à croire qu'il prenait du plaisir dans l'opération. Il est resté avenant malgré les événements. Donc je dirais plutôt qu'il prenait du plaisir à l'opération, cher Léo. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayer de parler et en essayant de parler en se débattant. Sauf qu'il n'avait plus de corde vocale, je vous le rappelle. Supposant que ce devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire ce qu'il voulait. Le message était simple, continuez à couper. Donc effectivement, on aurait dit qu'il prenait un peu du plaisir. Allez savoir si c'est pas comme dans Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, où il se transporte dans une dimension un peu cauchemardesque, ou dans Hellraiser, où c'est aussi lié au plaisir avec la souffrance, va savoir. La souffrance le transportait dans une autre dimension. Peut-être. Les 2 autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant durant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Effectivement, c'est la crise de joie. C'est la crise de joie. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte. Et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Ils voulaient retourner dans leur chambre. Peut-être. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à redemander le gaz stimulant.
Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures et pourquoi ils avaient arraché leur propre entaille et pourquoi ils voulaient encore du gaz. La seule réponse qui a été donnée était la suivante: je dois rester éveillé. Et prenez cette expérience très au Très sérieux. au sérieux. Contrairement aux chercheurs Contrairement aux qui n'ont chercheurs. pas arrêté de revenir sur leurs propres règles. Exactement. Mais bon, il faut des fois revenir sur les règles quand ça part à nous de boudin, cher Léo. Et là, c'était le cas. Les liens des 3 sujets ont été renforcés pour les maintenir et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs faisaient face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé. On pensait même à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux et a voulu voir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs se sont formellement opposés à cette nouvelle expérience, mais leur objection a été balayée. Ils voulaient faire des super soldats. Peut-être, ou en tout cas peut-être qu'ils voulaient faire des super soldats, mais ils voulaient peut-être aussi aller jusqu'au bout de l'expérience pour savoir pourquoi ils réclamaient le gaz, qu'est-ce qui provoquait cet état qui est quand même hors norme. Je ne sais pas comment le qualifier. Et donc, afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique. Et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les 3 arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait remettre les gaz. Ils avaient gagné. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément du mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces, d'abord à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite, puis de nouveau à gauche, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Il me donne envie de dormir tout cela. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales à la plupart du temps, mais affichaient parfois, inexplicablement, une simple ligne comme si on était mort. Plusieurs morts cérébrales en tout cas. Avant que tout ne redevienne normal. Donc on passe de mort cérébrale à quelque chose de normal. Expérience de mort immédiate. Ce dont on parlera dans un prochain épisode, cher Léo. Comme il se concentrait sur le papier qui sortait du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond. Puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois alors que son cœur s'arrêtait. Il a perdu, il s'est endormi avant les autres. Il s'est endormi avant les autres et avant d'avoir le gaz. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ses ondes cérébrales montraient les mêmes lignes droites que celui qui était mort après s'être endormi. Donc peut-être qu'il sentait aussi qu'il allait s'endormir et donc mourir. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Ah, mais il devait être ravi, les chercheurs. Il devait être ravi. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti son revolver et s'est tiré une balle entre les... Non, il a tiré une balle entre les 2 yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. Et il aurait dit: « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous », a-t-il crié à l'homme attaché à la table. « Qu'est-ce que vous êtes » a-t-il demandé. « Je dois le savoir. » Le sujet a souri. « Est-ce que vous avez oublié si facilement » a répondu le sujet. « Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre nous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur a marqué un arrêt, car surpris, peut-être aussi effrayé. Mais on peut le comprendre, tu te dis, voilà un mec qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours, qui devrait être à moitié fou, complètement affaibli, qui s'est débattu comme un forcené pendant des heures, qui devrait être mort depuis bien longtemps, et qui arrive à nous sortir de la poésie menaçante. En tout cas, le chercheur
ne s'est pas démonté, il a visé le cœur du sujet, il a fait feu. L'électroencéphalogramme a alors affiché une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots, si près d'être libre. Cette creepypasta vous est offerte grâce au travail de Magnosa, qui a assuré sa traduction de l'anglais vers le français à partir de l'original que vous pouvez trouver sur creepypasta.fandom.com, de Tripoda, qui a participé au processus d'analyse et de sélection conformément à la ligne éditoriale, et de Terulan, qui s'est chargé de la correction et de la mise en forme. L'équipe de Creepypasta from the Crypt n'affirme ni ne dément la véracité du présent article et invite les lecteurs à se faire son propre avis. Est-ce que c'était fake ou pas fake? Mais en tout cas, c'est une histoire qui tourne sur les réseaux, sur plein de sites depuis des années et des années. L'équipe décline également toute responsabilité en cas de disparition ou de mort douloureuse ou non, s'en suivant des éventuelles recherches menées à cet effet. En sachant qu'il y a eu d'autres pays, les Japonais ont aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont aussi testé des privations sensorielles telles que le sommeil, ou enfermer les prisonniers dans le noir et dans le silence le plus total, et ça a donné lieu aussi à des cas assez atypiques de réaction. Donc, ce qui est certain, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un grand nombre d'expériences sur des prisonniers de guerre, que ce soit par, comme tu disais, les Japonais, les Russes ou les Allemands. Et ça peut se traduire par des expériences sur la privation de sommeil, ça peut se traduire par l'inoculation de certaines maladies. Donc sur le principe, on peut s'interroger sur la crédibilité de cette creepypasta. Je pense que il y a beaucoup de romance là-dedans, que c'est pas un cas réel en soi, mais que c'est basé par contre sur des expériences réelles. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est inspiré d'expériences qui ont été réellement menées, mais qui ont été enjolivées pour les besoins du site du creepypasta. Évidemment, je ne pense pas, en tout cas, je n'espère pas que l'humanité tomberait aussi bas. Alors ça, je suis prêt à croire que l'humanité pourrait tomber aussi bas. Laisse-moi rêver, Léo. En quoi j'ai plus de mal à croire, c'est ces histoires de mecs avec leurs organes à moitié en dehors du corps, qui continuent de vivre et qui au moment de mourir te balancent de la poésie. Tout cet aspect-là, j'y crois pas trop. Par contre, ce genre d'expérience que ça ait pu être mené, ça me semble tout à fait probable. Je te rejoins sur les organes. Parce que je pense que avec l'attraction terrestre, c'est pas possible. Mais par contre, le mec qui sort un petit peu de poésie ou quelque chose de bien cynique ou de bien flippant au moment où il rend son dernier râle, je pense que c'est possible, ça. Moi, je suis pas très convaincu. Mais est-ce qu'il y a des choses un peu plus précises dans l'histoire, ou avec des hommes politiques russes ou d'autres hommes politiques? Alors pour répondre à ta question sur les creepypasta et le fait qu'il y ait des documents réels, il faut revenir un peu plus tôt dans le temps, en 1918, quand Vladimir Ilyich Ulyanov-Lénine, qui donc était le dirigeant du parti à l'époque, qui était le chef du peuple, a été victime d'un attentat. Le pauvre Lénine, il s'est pris quelques balles enduites de curare. Donc ça lui a pas fait beaucoup de bien, et lui qui était déjà un petit peu parano, il s'est dit j'ai intérêt à couvrir mes arrières. Mais je vais pas me contenter de ça, je vais pas me contenter de réagir, je vais devenir proactif et je vais faire en sorte d'être à la pointe de l'utilisation des poisons. Il faut toujours utiliser ce qui nous arrive dans la vie pour aller de l'avant. Pour s'améliorer. Mais oui, pour s'améliorer. Meilleur. Et Lénine, là, est le meilleur exemple. C'est tout à fait ça. Donc la conséquence, c'est qu'ils vont créer en 1921 ce qu'on appellera le labo des poisons, et qui va connaître plusieurs noms. Il va être appelé le laboratoire numéro 1, le numéro 12, le Labix, puis simplement la caméra, qui signifie en français la chambre. C'est pire que la série des Jason, Amityville, etc. Tout ça. Hein. Ils ont de la suite dans les idées et donc de la suite dans les chiffres. Au départ, ils vont utiliser des toxiques existants. Gaz moutarde, ricine, colchicine, thallium, qui est un des composants de la morora. Sans oublier bien sûr le curare, puisque Lénine, comme nos 5 mecs qui dormaient avec le gaz, il a pris goût au curare et ça devient son poison de prédilection. Il faut toujours rester sur les fondamentaux. Quel que soit ton créneau, il faut rester sur les fondamentaux, c'est très important. Et puis une fois que tu t'es rendu compte que quelque chose fonctionnait, autant s'en servir. Et aller jusqu'au bout.
Ce qui nous amène aux années 1920 et 1930. Et là, il va y avoir pas mal de cas assez étranges d'arrêt cardiaque. Comme par hasard. Voilà, donc grâce aux archives soviétiques qui sont accessibles depuis 1991, on sait qu'il s'agissait d'assassinats ciblés. Mais les archives ne précisent pas qu'il s'agissait de poison. Cela dit, quand tu as un magistrat qui enquêtait sur le sort de la famille impériale, qui d'un coup est foudroyé par un infarctus alors qu'il avait 42 ans et qu'il était super en forme, on peut se poser la question. Est-ce qu'il est vraiment mort d'une crise cardiaque ou est-ce qu'il n'a pas été empoisonné? On a un autre exemple, on a Abraham Slutsky qui était responsable du renseignement étranger du NKVD. Donc le NKVD c'était le commissariat du peuple des affaires intérieures. Et lui, il reçoit des chocolats fourrés, il les déguste goulûment et il se réveillera jamais. Eh ben ils étaient fourrés au curare. Comme ça, au moins, au cyanure peut-être. Au cyanure, pardon. Oui, c'était des chocolats fourrés au cyanure, donc autant dire qu'il les a mal digérés. Il avait vraiment l'estomac fragile, le pauvre homme. Et il était soupçonné de trahison, donc on peut imaginer qu'il y a un rapport de cause à effet. Un autre cas célèbre, c'est la veuve de Lénine, Nadezhda Koupskaya, qui meurt probablement empoisonnée elle aussi en 1939 à l'âge de 70 ans, à la veille du congrès du parti où elle aurait dû prendre la parole. Comme par hasard. Mais qui a pu la tuer, cette pauvre femme, 70 ans? On ne sait pas qui a versé le poison, mais on peut imaginer que un très cher Staline, qui était le successeur de Lénine, a pu avoir un rapport dans l'histoire. Et en 1937, 2 ans avant cet assassinat, le camarade Meiranovski prend la tête de la caméra. Il va avoir un surnom bien choisi, le docteur Lamort. Sympa comme surnom. N'est-ce pas? Et il avait pour mission de créer un nouveau poison qui serait inodore et qu'on ne pourrait pas déceler. En récompense de ses services, il va obtenir le titre de professeur et le grade de colonel du NKVD. Bon, il finira quand même jeté en prison à la mort de Staline, sans procès pour possession illégale de poison à domicile. Mais en même temps, c'est comme si on disait, pourquoi est-ce que ce cordonnier a plein de chaussures chez lui? Oui, autant avoir du poison qu'empoisonneur. Bah oui, le docteur Lamort a des objets de mort chez lui, quoi de plus naturel au final. Moi j'ai des œufs chez moi, j'ai c'est tout ce que j'ai. Et on laissera nos auditeurs présumer de quel est ton métier alors. Le docteur Lamort sera libéré en 1961 et il dira « Ma conscience communiste est pure ». Tant que c'est sa conscience communiste qui est pure, c'est l'essentiel. C'est marrant parce que le terme pur, c'est pas ce que j'aurais le plus facilement associé avec un type dont le surnom était le docteur Lamort. Je te rejoins sur ce point-là. Tu ne peux que me rejoindre. Il finira par mourir dans un hôpital moscovite 3 ans plus tard. Devine de quoi? Alors attends. D'une grippe espagnole. D'un arrêt cardiaque. Ah mince. C'est étrange. C'est vraiment étonnant. Et ce laboratoire des poisons, l'histoire va laisser penser qu'il va être fermé à plusieurs reprises. D'abord pendant la déstalinisation des années 50, on se dit du coup il n'y a plus de laboratoire du poison. Et en 1991, à la chute de l'Union soviétique. Sauf qu'en fait non, c'est juste que ça a changé de nom et ça a aussi changé de procédé, puisqu'on met en place des agents biologiques, des armes radiologiques, et surtout, on continue de semer la mort à coups d'empoisonnement. Le coup du parapluie bulgare, agrémenté d'une capsule de ricine qui tue l'écrivain dissident Georgi Markov à Londres en 1978, est bien la preuve que durant ces périodes de fermeture forcée, c'était pas si fermé que ça, et je vous invite à aller taper parapluie bulgare dans Google. Ils sont quand même très imaginatifs, ces chercheurs, pour mettre une capsule de poison dans un parapluie. Il y en a là-dedans, hein? On disait que tous ces cas-là pourraient être adaptés en film et en roman. On finit même par se demander si c'était pas leur but. Et de nos jours, avec Vladimir Poutine, on est plutôt sur des neurotoxiques comme le Novichok. On pense aux tentatives d'empoisonnement de la journaliste Anna Politkovskaya en septembre 2004, et plus connu et plus récent, au militant anticorruption Alexei Navalny, qui a été empoisonné alors qu'il était encore en prison en septembre 2020. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la Russie, que ce soit dans les creepypasta ou dans la réalité, a une histoire d'amour assez longue et mouvementée avec le poison. Ou avec les laboratoires secrets en tout cas. Ce qui donne du crédit pour moi au fait que l'hôpital Kovrinsky et ses sous-sols mystérieux abritaient peut-être des laboratoires secrets.
Oui, effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'on est sur la bonne piste avec tous les éléments qu'on a déjà mis en exergue dans la première partie et maintenant avec la caméra. Donc on peut se dire que peut-être que à l'hôpital Kravinsky, il y avait effectivement un laboratoire. Mais ce que je me demande à ce jour, l'hôpital a-t-il été rasé, pas rasé? Est-ce qu'il existe encore? Eh bien, l'hôpital a été rasé en 2018 suite à la demande des habitants qui en avaient ras-le-bol. Et je vais reprendre cette phrase. Eh bien oui, le 24 octobre 2018, l'hôpital a été rasé. Les autorités municipales ont finalement décidé d'écouter les habitants du quartier qui n'en pouvaient plus de voir cette horreur devant leurs portes. Et aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines. Alors, pour autant, on peut quand même trouver sur Internet et notamment sur YouTube des vidéos qui permettent de voir à quoi ça ressemblait, puisque des gens qui pratiquaient l'urbex, l'urban exploration, ont filmé leurs péripéties dans le bâtiment. Par contre, je n'ai pas trouvé de vidéo qui montre les ruines. Et moi, je suis allé un peu plus loin. Je suis quand même allé voir s'ils avaient déjà construit quelque chose de plus, puisque l'idée c'était quand même de faire des immeubles de bureaux de luxe en plus. Et à ce jour, en tout cas, dans les dernières recherches que j'ai faites, il n'y a rien sur ce terrain. Comme si on voulait encore cacher quelque chose, parce que c'est un très très grand terrain qui a une valeur marchande assez importante pour la Russie en tout cas. Donc du coup c'est quand même assez étonnant de s'asseoir sur une manne d'argent comme ça, comme si on voulait encore cacher des traces de ce qui pouvait ou ce qui a pu être enterré ou ce qui a pu exister sous l'hôpital. Oui, on pourrait penser qu'avec un tel terrain à proximité qui est libre, il serait vite réexploité pour construire autre chose. Et ce que tu dis, le fait qu'on pourrait avoir peur que soit trouver des choses enterrées, ça nous rappelle ce qu'on a évoqué pendant les lieux hantés, avec les ossements qui avaient été retrouvés sous le presbytère. C'est vrai. C'est peut-être justement tous ces cadavres, c'est peut-être les cadavres qu'on veut cacher. Oui, on peut peut-être éventuellement penser qu'on veut cacher les cadavres du fameux groupuscule sataniste qui a été peut-être tué dans des circonstances assez horribles, même s'ils sont satanistes. Est-ce que ça mérite qu'on les fasse exploser ou qu'on les noie ou qu'on les exécute dans des tunnels? Je ne suis pas sûr. Alors, disons qu'on pourrait estimer qu'ils auraient droit à un procès, à une condamnation en bonne et due forme. Je vais dans ton sens. J'aurais aimé et j'aurais espéré que l'histoire nous contredise, mais peut-être que effectivement il y a des cadavres ou des ossements, en tout cas, qui prouvent les exactions du gouvernement par rapport à ce crépuscule. Donc, ça pourrait même être des opposants politiques, peut-être. Ou peut-être. Nous ne le saurons jamais, à moins d'aller creuser nous-mêmes dans la terre de l'hôpital. Mais de prendre des échantillons d'ADN, et de faire des analyses comme les experts, mais ça n'arrivera pas. Non, parce que ça me paraît peu prudent. Peu prudent vu les circonstances d'aujourd'hui. Mais je pense que les deux hypothèses ne sont pas en contradiction. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait une activité du club Nimostor, ce groupuscule sataniste, et qu'en parallèle, il y ait également eu des laboratoires secrets, et peut-être même qu'on a voulu faire disparaître le club Nimostor pour ne pas qu'ils découvrent des laboratoires secrets, puisqu'il était dit que leur quartier général et leur hôtel étaient dans les sous-sols. On peut même aller plus loin en disant que peut-être le groupe avait trouvé les laboratoires et qu'ils les ont tués pour ne pas qu'ils divulguent l'existence de ce laboratoire. Ça me paraît l'hypothèse la plus crédible. Sur ce, j'espère que vous avez aimé vous attabler à notre buffet froid. On espère vous trouver à nos côtés lors de la prochaine émission et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter